Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président en communication pour le comité CPA de l'UQTR à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bas-Bruns. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY. Bon, bien, notre invité aujourd'hui, c'est quelqu'un de très connu de la sphère publique et qui n'a pas peur de se lancer dans 1001 projets. Nous avons la chance d'accueillir le très médiatisé dragon, écrivain, entrepreneur, fermier et artisan de l'érable, Monsieur François Lambert. Comment allez-vous? Ça va bien, merci vous. Ça va super bien, merci. Good. On pourrait commencer peut-être, parce qu'on a vu comme quoi que vous aviez des études en comptabilité. Oui. On pourrait commencer par savoir quel genre d'étudiant vous étiez à l'époque. Un étudiant... je suis dans une université, hein, là. Ouais. Écoute, j'étais un bon étudiant. La réalité, c'est que j'ai toujours eu de la facilité dans les études. Mais je suis incapable d'écouter un prof assis pendant 3 heures. Il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. Moi, j'ai fini l'école en 89. Et j'aurais été fou avec l'Internet aujourd'hui. J'aurais jamais écouté un professeur pendant 3 heures, à moins qu'il soit dans une catégorie à part. Puis j'en ai eu un professeur dans une catégorie à part. Il s'appelle Gilles Levasseur. Et ce professeur-là, il avait 29 ans, je pense. Il avait 2 post-doctorats. Il avait écrit un livre, un pur génie, que lui, il m'intéressait particulièrement. Donc, j'aurais pu prendre n'importe quel cours avec cet homme-là. Et le hasard a voulu que je le rencontre au Salon du Livre d'Ottawa. Et à un moment donné, je suis à Vancouver. Et sans le savoir, c'est lui qui m'avait invité à donner une conférence à Vancouver. Donc, il ne se souvenait plus de moi comme élève. Mais après ça, quand il m'a dit son nom, j'ai dit non, t'es un peu, tu étais prof à l'Université du Québec en Outaouais. Et donc, tu n'étais pas le meilleur des élèves au point de vue notes, mais c'est tout simplement mon TDAH qui était trop fort pour gagner contre les études. Mais j'ai toujours une facilité à l'école, tout le temps. OK. Pour poursuivre dans la lignée des études un peu, en quoi le titre de CPA, ça vous a aidé dans votre carrière d'entrepreneur puis dans le fond, dans bâtir de vos entreprises? Bien, à vrai dire, je ne me suis pas rendu. Moi, j'ai étudié en finance et économie. Et après mon finance et économie, j'ai commencé à travailler au gouvernement fédéral avec des comptables. Et là, tout le monde était, dans ce temps-là, il y avait trois catégories de comptables. Il y avait les CA, CGA et CMA. Oui. Et tout le monde était CA. Et moi, j'étais l'économiste de la place et je me sentais diminué. Tu sais, quand tout le monde a un titre comptable, puis le plus haut, en plus, dans ce temps-là, tu te dis, bon, ben écoute, il faut que j'aille le chercher, ça n'a pas de sens. Au moins le CMA. Et j'ai étudié pour faire CMA, mais en même temps, ce qui est arrivé à la fin, pour commencer à faire les études, pour aller passer les tests, il y a eu l'informatisation qui a commencé au gouvernement. Et puisque j'étais le plus jeune, ils m'ont dit, bien, tu es jeune, donc tu maîtrises les ordinateurs, tu deviens l'informaticien de la place. Et j'ai switché ma carrière en informatique tout simplement parce que j'étais le plus jeune d'un groupe de personnes âgées, tout simplement. Et ça a été une révélation parce que j'ai adoré programmer dans ma vie. Cependant, comment le fait que j'ai étudié en comptabilité a pu m'aider comme homme d'affaires? Définitivement, parce que je refuse de croire qu'un homme d'affaires ne peut pas maîtriser les chiffres. C'est la première chose à valider. C'est la première chose à voir. Est-ce qu'on est rentable? Est-ce qu'on n'est pas rentable? C'est quoi nos marges? À quelle place qu'on peut s'améliorer? Être capable de lire un état financier pour voir sont où les fuites. C'est quoi notre marge bénéficiaire brute? C'est quoi notre marge bénéficiaire nette? On a-tu des bénéfices non répartis? Pour moi, un homme d'affaires qui n'a pas cette maîtrise-là a très peu de chances de réussir. Puis, l'école pour un entrepreneur, est-ce que c'est souvent un long parcours, l'école, le bac, la maîtrise, etc. Pour un entrepreneur, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est plus comme une limite? Est-ce qu'à un moment donné, il y a des compromis à faire là-dedans? Sachant que les... Oui, mais on va toujours avoir l'exception de l'entrepreneur qui a à peine un secondaire 5.
Et on va avoir tendance à le glorifier énormément, cette personne-là. Cette personne-là, c'est l'exception de la place. Ce que ça donne, les études, peu importe les études dans lesquelles tu étudies, et moi, j'ai pu voir au cours de ma carrière, et je peux le voir juste dans les discussions, quelqu'un qui a un bac, quelqu'un qui a un DEC. Ça paraît que ce n'est pas bien ni mal, mais au point de vue raisonnement, l'université, le fait qu'on se creuse la tête pendant 4 ans, le fait qu'on fait des études de cas, on est obligé de se meubler le cerveau et apprendre à réfléchir pour réussir à résoudre un problème. Et pour moi, c'est à ça que ça sert. Tu peux faire un bac en musique et devenir un très grand entrepreneur. Pour moi, ça n'a pas de lien, mais je pense que le bac est assez essentiel pour apprendre à maîtriser la résolution de problèmes. Puis, tu sais, l'entrepreneur, il peut chercher parce que là, tu sais, la réalité, c'est qu'un entrepreneur, depuis qu'il est jeune, il veut être en affaires. Et là, lui, là, il cherche constamment la bonne idée. Puis à un moment donné, ça se peut qu'il l'ait pendant qu'il est au cégep, ça se peut qu'il l'ait pendant qu'il est à l'université, puis la tendance de vouloir tout abandonner est très, 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 très élevée. Mais il faut qu'il résiste à ça, à moins que ce soit l'idée du siècle. Tu sais, une pandémie qui arrive, puis une opportunité immense qui vient de se créer d'un projet durable. C'est certain que si quelqu'un, en ce moment, aurait lâché l'université pour vendre du gel ou des masques, je lui dirais, c'est temporaire. Donc, mais s'il y a une idée du siècle, il va avoir tendance à vouloir y aller. Mais pour moi, les études, j'ai dû résister plusieurs fois. Puis la réalité, c'est que j'ai fini les études à 21 ans et je me suis lancé en affaires à 33 ans. Je n'avais jamais encore trouvé l'idée du siècle qui me permettait de dire c'est là-dedans que je vais passer les prochaines années de ma vie. Un peu, tu en avais parlé un peu, tu travaillais au début dans un poste d'analyste au gouvernement fédéral. Qu'est-ce qui t'a fait, dans le fond, qui t'a fait dire, OK, je lâche ma job d'analyste fédéral qui est quand même, on s'entend, tu as une certaine sécurité d'emploi, je m'en vais me lancer en affaires, puis je donne le go, là. C'est là. Bien, il y a eu une étape entre ça. Écoute, c'est bien ridicule pourquoi j'ai lâché le gouvernement. Je venais de me séparer et ça me tentait plus de voir ma blonde avec son nouveau chum. C'est une très bonne raison, tant qu'à moi. C'est une très bonne raison. Et la réalité, c'est qu'elle est infirmière. Puis je ne voulais plus travailler dans la région d'Ottawa parce que c'était trop fonctionnaire. Et quand même que j'aurais quitté le gouvernement dans ce temps-là, j'aurais travaillé pour le gouvernement comme consultant. Les chances étaient de 95 % que c'était mon sort. Donc, tant qu'à aller travailler comme consultant au gouvernement, mais tant que j'étais avec elle, je restais au gouvernement. Quand on s'est séparés, c'était vraiment ça. Je la voyais tout le temps, mais je disais, OK, moi, je m'en vais à Montréal, je suis tanné de la voir. C'était supposé être la femme de ma vie. C'est pas la femme de ma vie. Bon, on s'en remet facilement, là, mais dans le temps, c'était la femme de ma vie. Et en même temps, j'ai fait comme c'est le moment. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, ce que j'ai fait pendant un mois, je vais me servir de ça pour changer de carrière complètement, aller voir quelque chose de nouveau. J'avais quoi à perdre? J'ai 29 ans, 28 ans. J'ai quoi vraiment à perdre dans la vie? Je peux me retrouver une job comme ça. Tu sais? Puis la sécurité d'emploi, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je recherche? La réalité, il y avait aussi que je venais d'avoir ma sécurité d'emploi depuis à peine quelques jours. Et pour moi, c'était un cadeau empoisonné parce que je me suis dit, si je m'assois là-dessus trop longtemps, je vais vouloir la garder toute ma vie, cette sécurité-là. Donc, j'ai eu 2 éléments déclencheurs. Je suis parti à Montréal. J'ai eu une job comme programmeur et j'ai fait un switch de carrière complètement. Donc, ce qui a fait que j'ai quitté le gouvernement, c'était vraiment 2 éléments. Une peine d'amour et un désir de changer d'environnement, de travail pour éventuellement me lancer en affaires. Je ne savais pas encore dans quoi, je ne savais pas avec qui, je ne savais pas c'était quoi pour être mon parcours, mais j'avais besoin d'aller apprendre quelque chose de nouveau pour élargir mon champ de compétences pour dire quand je vais être en affaires, je vais toucher un petit peu à tout, puis je vais savoir qu'est-ce que j'aime en fond, dans le fond. Justement, par champ de compétences, est-ce qu'on pourrait intégrer un peu le sport là-dedans, sachant que vous êtes quand même assez sportif là, avec des marathons et tout? C'est quoi la place du sport, mettons, pour un entrepreneur se garder en forme et tout? Bien, c'est pas juste se garder en forme. La réalité, c'est l'alimentation et le sport doivent faire partie de l'entrepreneur, selon moi. On fait des longues journées. OK? Regardez, hier, je vais vous donner un exemple. Je me suis levé à 4 heures du matin.
j'ai fait de la route, j'étais allé faire de la radio à Montréal, j'ai été livré quelque part, j'ai eu un meeting, je suis revenu ici à 7 heures le soir. Il manquait des employés. Je n'ai pas mangé encore, ça fait 24 heures que je n'ai pas mangé. Il faut que je me retape encore jusqu'à 1 heure du matin pour relancer le camion sur la route pour que Jonathan puisse partir sur la route ce matin. Je jeûne régulièrement. Le jeûne, pour moi, est aussi une façon d'être en forme. Et pour moi, le sport est un moment quand la soupape est sur le bord d'exploser. Je me dis, OK, regarde, je vais aller courir, je vais aller nager, je vais aller changer mes idées parce que moi, je suis agressif. Là. Pas agressif. Inutile, mais agressif dans les paroles, impatience. Et pour moi, le sport est une soupape pour tout relâcher ça et remettre un reset. Et pour moi, c'était la course qui était ça. Mais cependant, je mets en garde les entrepreneurs qui veulent faire des Ironman, qui veulent se lancer dans quelque chose d'aussi intense. Je lui dis, tout ce temps-là que tu passes, ton 7-8 heures presque par jour que tu vas passer à t'entraîner, ce ne sera pas le temps que tu vas passer à développer ton entreprise. Ça prend une balance. Mais l'entreprise doit toujours gagner, tout le temps, tout le temps. Un peu pour continuer dans la même veine, comment vous arrivez à structurer, dans le fond, vos journées, à avoir du temps pour vous, tu sais, si vous mettez un peu de l'avant, justement, l'entreprise, comment vous arrivez à jongler avec toute l'entreprise, la famille, puis après ça aussi, de trouver un peu de temps pour vous. Là. Si vous vous levez à 4 heures du matin, tu as dormi 2 heures la veille, faire du sport, c'est pas nécessairement facile. Non, mais la réalité, c'est que je fonctionne très bien avec 4 heures de sommeil. C'est pas une qualité, c'est pas un défaut, c'est un gène que j'ai probablement parce qu'il y a des études qui ont prouvé qu'il y en a qui ont un gène qui... la réalité, c'est que c'est pas nouveau. J'ai tout le temps peu dormi toute ma vie. Donc, j'ai 53 ans, puis le monde dit « Ah, tu devrais dormir plus. » Ben oui, c'est ça, c'est vrai. Mais c'est ça qui est ça. Donc, je vis avec ça. La réalité, c'est d'organiser nos journées. La réalité, c'est qu'on peut avoir des journées extrêmement occupées ou on peut avoir des journées extrêmement productives. La différence, c'est qu'on se fasse un plan. Si on ne fait pas de plan, la journée va être très occupée, mais on ne saura pas si ça a été productif. Moi, je sais que mes journées sont productives ou occupées. Si je décide de rien marquer et de ne pas me donner d'objectif, je vais me réveiller le soir, là, je vais parler au téléphone, je vais avoir été sur Facebook, je vais avoir été glandé à gauche, niaiser, aller jaser, puis c'est correct aussi. Mais je ne pourrais pas l'appeler une journée productive. Et moi, j'aime que mes journées soient productives. Je fais ci, je fais ça, puis entre-temps, il y a toutes sortes de 1000 problèmes qui se présentent. Une machine qui saute, un manque d'électricité, un employé qui ne se présente pas. Donc, tu dois jongler avec ça qui sont des irritants majeurs. Hier, quand je donne un exemple, hier, quand je suis arrivé ici, Jonathan devait partir à 7 heures avec le camion plein de livrets pour faire de la route. Les employés sont partis, ils l'ont laissé tout seul. On a fini toutes les deux à 1h30 du matin. Okay? Mon degré d'impatience était intense, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ouais. J'ai promis au Maxi que j'étais pour leur livrer ça avant mercredi. On a fait un plan. Il faut partir le samedi matin. On n'a pas le choix. Donc, c'est sûr que je ne suis pas de bonne humeur, mais je dois le faire. Et je l'ai fait savoir à tout le monde aujourd'hui que je n'étais pas de bonne humeur. Ben, c'est normal aussi. Exact, oui. Puis, qu'est-ce que vous pouvez donner comme truc pour justement, mettons, des gens comme nous, pour aller chercher une certaine structure dans le genre, peut-être que moi, j'ai besoin de plus de sommeil, être capable d'accomplir autant de choses dans une journée. Comment je pourrais faire, mettons? Bien, ça prend un plan que tu peux visualiser à tous les jours. Regarde, moi, j'en ai un juste à côté de vous. Là. Ça, c'est mon plan. J'en ai un là, qui traîne à côté de l'ordinateur. C'est le plan de livraison des Maxi. Je le vois, je le regarde à chaque jour. Je me dis, OK, on est en retard. On devait livrer lundi, il manque de stock. Comment qu'on va pouvoir le faire? Donc, je réorganise parce qu'on ne peut pas sticker toujours avec le plan. Il faut l'adapter. Et il y a une date finale à la fin qui, elle, ne bouge pas. Dans notre cas, nous, c'est le 16 mars. Cette date-là ne bouge pas. Il faut que tout soit livré. Si on repose une journée, comment on le fait? Donc, pour moi, j'ai toujours un plan à la semaine, au mois. J'ai des objectifs annuels, mais je ne les marque pas tant que ça. Tu sais, je me dis, OK, parfait, j'aimerais ça avoir tel genre de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Maintenant, est-ce que c'est Regardez, je l'ai dépassé cette année, déjà.
De beaucoup. Je ne m'attendais pas à avoir un client comme Maxi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait la COVID pour le service en ligne. C'est dépassé de beaucoup. Bon, est-ce que j'arrête le plan? Non, il y a un nouvel objectif qui vient de se mettre. Donc, il faut toujours réajuster nos objectifs constamment. Le dimanche, pour moi, est la journée parfaite pour regarder la semaine. Quel genre de semaine qu'on a le goût d'avoir? Comment on va l'organiser? Est-ce qu'on a le goût de travailler beaucoup? Est-ce qu'on a le goût d'avoir plus de temps libre? Parce qu'on a le droit aussi, là. On n'est pas dans une prison pour travailler. On pourrait bien dire, cette semaine, je me réserve mardi après-midi, je m'en vais jouer au golf, je m'en vais faire du vélo, je m'en vais prendre un café avec des amis et c'est bien parfait. On doit le planifier parce qu'il y a des choses qui doivent bouger. Tu sais, on ne peut pas toujours repousser, même comme entrepreneur, je ne peux pas toujours pousser, mais tu vas faire ci, aux autres, tu vas faire ça. On a des tâches à faire aussi qu'on est responsable de les faire. On le met dans le plan et on s'organise en conséquence. La réalité, c'est qu'on a besoin de sommeil. Si tu as besoin de 8 heures de sommeil et tu essaies de combattre ça, tu ne seras pas fonctionnel, tu vas être irritable et tu ne seras pas aussi organisé. Moi, j'ai besoin de 4 heures. C'est sûr qu'à l'occasion, je dors 6 heures. Là. Les grosses nuits, là, c'est 6 heures. Un matin, j'ai fait la terrasse matinée. Là, je me suis couché à 2 heures. Je n'avais pas mis mon cadran et à 6 heures, je suis réveillé en maudit. J'aurais aimé me réveiller à 9 heures et dire « Oh yes! » J'avais rien planifié aujourd'hui, rien d'urgent. Et c'est ce que j'aime pour les week-ends. Pour ne pas devenir fou à un moment donné, pour moi, les week-ends sont là pour prendre de l'avance, pas récupérer du retard. Si je récupère du retard, venez pas me parler le samedi, je suis en maudit. C'est correct aussi d'avoir du temps pour soi. J'ai le goût d'écouter un film, c'est ce que je vais faire tantôt. De me réserver du temps pour juste rien foutre. Tu sais, juste, je vais aller nager un peu, parfait. Je vais aller prendre une marche, parfait, juste. Et ça, c'est important d'avoir ces moments-là, d'aller faire du sport, d'aller jaser avec des amis. Il faut les réserver, ces moments-là. On ne peut pas toujours avoir les pédales au fond. Je ne l'ai pas, la pédale au fond non plus. Et j'ai mes moments aussi où je me dis, hey, ça donne quoi de faire tout ça? Pourquoi je fais tout ça? J'étais-tu obligé? Ça dure quelques heures, puis le lendemain, tu dis, you bet que je suis obligé, on a du fun en maudit. Et c'est comme ça constamment. Ça serait quoi la motivation derrière tout ça, dans le fond? Je ne l'ai jamais trouvé, ma motivation. Ça, c'est une bonne question. C'est quoi la motivation? Est-ce que c'est d'être parmi les plus... Dans chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce que c'est d'être... Il faut se mettre un objectif. Quand on a fait les centres d'appel, on voulait être les plus grands centres d'appel au Canada. On l'a eu, on a une offre d'achat, on l'a vendu. Là, je suis dans le business de friandises à l'érable. Et c'est un accident de parcours. Maintenant, je suis condamné à grandir. J'ai une équipe, je ne peux pas rester à la même grosseur, je ne serai pas rentable. Donc, là, je suis condamné à grandir à la vitesse grand V. Donc, c'est quoi mon objectif? La réalité, c'est d'être parmi les plus grands manufacturiers de popcorn en Amérique du Nord. Maintenant, est-ce que je vais me rendre jusque-là? Il ne faut pas oublier que ma mission est d'utiliser le sirop d'érable dans mes produits. Donc, ça reste ma mission et ça se peut que je fasse des popcorns et des friandises sans érable, mais le core business qui va être marketé, maintenant, il va falloir se revoir dans 5 ans. Est-ce que j'ai réalisé cet objectif-là? Je me suis rendu jusqu'où? Je ne le sais pas. Et pour moi, l'objectif est de dire, hey, on va amener ça big, mais le fun en même temps. Et on va faire une belle équipe. On va perdre des joueurs en chemin et c'est normal. Il y a des joueurs qui sont là à première heure qui vont dire, c'est pas pour moi la croissance. Ils vont devenir fous parce que la croissance vient avec un chaos total dans les entreprises parce que c'est pas vrai qu'on bâtit l'objectif final. On s'assoit puis on dit parfois on va rentrer les contrats. Non, non, ça craque de partout, constamment. Toutes mes entreprises qui ont eu la croissance, c'est ça. Ça craque, tu construis plus grand, ça craque, tu construis plus grand, ça craque, et c'est comme ça, constamment, constamment. Donc, l'objectif en ce moment, honnêtement, ça serait de devenir plus grand que Boom Chicka Pow, et qui a été vendu à Conagra pour 275 millions. J'aimerais, je pense pas la vendre, cette entreprise-là, parce qu'elle porte mon nom, mais la réalité, c'est que si je réussis ce coup-là, ben, ça va être un bon dernier coup. Je n'en ferai pas d'autres business. Je sais que c'est ma dernière.
Je n'ai pas besoin d'en avoir un autre. C'est un accident, c'est un bel accident. Et si mes enfants éventuellement veulent venir travailler ici, tant mieux. Sinon, je vais me mettre une belle équipe et c'est tant mieux aussi. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être parmi les leaders en Amérique du Nord dans les friandises à l'érable. Avec les friandises à l'érable, parce que les friandises à l'érable, je peux déjà être le leader, il n'y en a pas. C'est pas ça être un leader. Le leader, pour moi, c'est que vous preniez une décision d'achat, d'acheter mon popcorn versus le popcorn d'un autre. Ça, c'est de devenir le leader dans le marché. Mais ça doit être fait ici au Québec. Je suis connu, ça m'aide, mais je commence à avoir une belle percée dans l'ouest du pays où que personne ne me connaît. Et pour moi, ça veut dire qu'on fait des produits de qualité et que les gens l'achètent une première fois puis l'achètent une deuxième fois. Et c'est ça qui était l'objectif et ça commence à lever. Mais en affaires, il faut être patient, mais aller vite. Donc, je suis patient en développant l'Ouest, mais ça presse. Je veux développer l'Ontario et développer autre chose constamment. Fait que j'avais dit à ma sœur qui est venue travailler avec moi, j'ai dit, quand on va faire 1000 pots par jour de chacun des produits, non, 1000 pots par semaine de chacun des produits, tu viendras. Mais là, on fait plus de 2000 pots par jour de chacun des produits. Donc, 2000 pots de meringue, 2000 pots de barbe, 2000 pots de popcorn. Et les popcorns, c'est rendu presque 3000 par jour. Et ça continue à grandir comme ça constamment. Tellement que on manque d'électricité, on fait sauter breaker, tellement que la place n'était pas faite pour soutenir une croissance énorme comme ça. Donc, ça va arrêter où? Tu sais, la réalité, c'est qu'un rêve entrepreneurial peut arrêter à tout moment. Et en même temps, c'est pas ça le but. Mais regardez avec les vagues de dénonciation, vous voyez une carrière comme Marie-Pierre Morin, paf, ça s'arrête d'un coup. Et j'ai rien à me cacher, j'ai pas de secret, mais qui sait, je suis avec les dénonciations sans nom. Il y a quelqu'un qui peut décider de me dénoncer de quelque chose que j'ai jamais fait et ma carrière pourrait s'arrêter. C'est très dangereux ce qui se passe en ce moment. Oui. Tu sais, moi, j'ai des employés qui viennent mettre des popcorn en pot qui ont 14 ans. Donc, ils ont l'âge, ça prend l'autorisation de leurs parents. Jamais je veux me ramasser à côté de quelqu'un de 14 ans tout seul. Je ne veux pas ça parce que ma carrière peut se terminer. La petite fille ou le garçon peut dire n'importe quoi. Et c'est ma parole contre la sienne. Donc, moi, je suis extrêmement prudent sur tous ces cas-là. Je suis extrêmement prudent par rapport à la COVID. J'ai des thermomètres ici, puis je vous scanne le front avant que vous rentrez ici. Je ne peux pas prendre de chance parce qu'une entreprise peut se terminer. Mais ce qui est la beauté, c'est que je contrôle mon cash flow. Et ça, un coup que je contrôle les choses pour ne pas me mettre dans l'embarras, il me reste une autre chose à contrôler, c'est le cash flow et éviter l'endettement. Donc, c'est d'essayer de rouler, même en période de grande croissance, de rouler avec les flux autogérés. Pour moi, ça, c'est important de ne pas courir à l'endettement effréné pour avoir une croissance. J'aime mieux travailler plus fort, perdre encore un peu plus de sommeil que de m'endetter à l'os. Je ne fais pas partie des entreprises qui vivent dans l'endettement. Justement, vous parlez du cash flow, puis ça apporte, tu sais, des fois, souvent dans les cours, ils vont dire il faut se situer par rapport au marché. Tu sais, si le marché est structuré de cette façon-là, nous autres, on peut se permettre de structurer notre façon avec plus d'emprunt que de capital. C'est quoi votre position par rapport à ça, justement, au cash flow? Est-ce que on préfère plus s'autofinancer ou plutôt aller aller chercher de l'investissement ailleurs? Bien, il y en a qui ne vivent que par l'effet de levier. Moi, je vis que par les flux autogérés. Okay. La course au milliard ne fait pas partie de mon objectif. Et d'utiliser le levier financier, pourquoi? Pourquoi qu'on voudrait surutiliser le levier financier pour nous amener où? Quelle course qu'on essaie de gagner? Moi, ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai vendu à Telca, il y a eu un chiffre. On a payé les impôts. C'est le chiffre qu'on a eu. Le reste, il n'y avait pas de dette à payer. Et pour moi, c'est le fun. Parce que tu peux voir une entreprise qui a vendu 250 millions. Il
Il y a 249 millions de dettes à payer avant que l'actionnaire ait une scène. Ouais, Moi, il n'y a pas de dette. Je n'ai pas de dette et pour moi, je ne cours pas après ça. Est-ce qu'en utilisant l'effet de levier, j'aurais pu être encore plus riche? Peut-être. Mais je ne me définis pas par mon portefeuille. Moi, je ne le regarde pas, mon portefeuille. Je me lève le matin, là, je regarde mes ventes sur Shopify, je regarde les refills qu'on doit faire dans les magasins IGA, Maxi, les commandes qu'on reçoit. Et pour moi, je dis OK, parfait, j'ai une journée de 10 000, j'ai une journée de 50 000 et je regarde OK, parfait. Je sais combien qu'une barbe me rapporte, je sais combien qu'un popcorn me rapporte, une meringue, et je fais le calcul, puis je me dis OK, aujourd'hui, on est plus 3 000. Maintenant, si je voudrais ouvrir des marchés plus rapidement, j'embaucherais des reps, j'irais emprunter. On met une force de frappe très, très forte. On met de la pub à l'os. Et si ça ne marche pas, il arrive un COVID, les entreprises sont endettées à l'os. Moi, quand j'entends un Aldo qui a 100 millions de dettes, ça n'a pas de sens. Quand j'entends Redmonds aussi, ça n'a pas de sens. Moi, pour moi, quand je regarde tout ça, je me dis, il est où le grand bon sens des hommes d'affaires? À un moment donné, slack la pédale. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Là. Ça saigne. Là. Arrête d'emprunter et questionne-toi. Pour moi, en tout cas, j'aime pas les dettes et je suis là sans dette aujourd'hui. Donc, et même mon entreprise, oui, ça coûte de l'argent pour lancer une entreprise. La réalité, là, pour avoir la croissance que j'ai, je suis obligé quand même de piger dans ma poche pour être capable de lancer cette entreprise-là. Mais je le sais, c'est quoi mon breaking point aussi. Donc, c'est pour ça que c'est une course d'aller chercher rapidement un autre gros client comme Maxi pour après ça dire, OK, parfait, là, je commence à faire de l'argent et les fonds que j'ai mis dans l'entreprise vont me revenir maintenant. Je sais que vous avez parlé aussi dans d'autres podcasts sur dans le fond, les subventions de l'État, puis que vous ne couriez pas après ça non plus. Je voudrais un peu votre position par rapport à ce qui s'est passé avec Boeing récemment, puis certains Cirque du Soleil aussi, comparativement. Est-ce que vous pensez que la place de l'État aussi, c'est pertinent ce qu'il essaie de faire, de sauver à tout prix un fleuron pour quitte à s'endetter encore plus? Bien, il n'y en a pas de fleurons. On a des fleurons, ceux qu'on va bien dire qui sont fleurons. Et pour moi, il faut sauver ceux qui ont un futur. OK? Cirque du Soleil n'a pas de futur. On n'est pas à veille d'aller s'émoustiller se palmer devant un clown. Ça fait 8 spectacles qui ne sont pas profitables. Ils ne font pas d'argent depuis à peu près 2-3 ans. La structure n'est pas bonne. C'est du divertissement de 3e degré. Quand on est rendu à aller voir le cirque, là, c'est qu'on est allé probablement voir un film avant. On a peut-être été au restaurant, puis là, on a dit, il nous reste encore du budget, on va-tu voir les clowns? OK? C'est là. Donc, pour moi, c'est le fun. Ça représente le Québec, mais ça appartient peu à des Québécois. Moi, les subventions, regardez comme Air Canada qui en a eu aussi. Moi, ma philosophie par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait avec les agents de bord? Pourquoi donner 165 millions à Air Canada, qui de toute façon, ils ont rappelé les gens au travail pour éventuellement les remettre au chômage, les remettre sur la PCU. La réalité, c'est que ces gens-là, on aurait dû dire, regardez, on va se regarder dans le blanc des yeux, là. La moitié d'entre vous, vous n'allez pas revenir. C'est la réalité des choses. Donc, ce qu'on va faire, au lieu de vous mettre sur la PCU, on va vous mettre au chômage. On va vous donner une prime pour ceux qui vont aller aux études. Choisissez un champ de compétences où il y a un futur. Ça, pour moi, ça a de l'allure parce que les agents de bord, il va falloir qu'ils retournent aux études. Il va falloir qu'ils étudient autre chose. Il va falloir qu'ils se trouvent autre chose parce qu'ils ne sont pas à veille de travailler. Boeing, c'est que Trump maintient. C'est juste que Boeing est tellement gros qu'ils ont peur que ça tombe. Mais la réalité, quand c'est too big to fail, ça a le droit de tomber aussi puis de se dire, il y a quelqu'un d'autre qui va le ramasser. Tu sais. Le capitaliste, quand même, qu'on aime ou pas le capitaliste fait bien les choses. Le capitaliste fait naître des entreprises et le capitaliste, pour en faire naître une, il est obligé souvent d'en laisser tomber une. C'est comme ça la loi du marché. Il faut accepter aussi les lois du libre marché qui va... Pour une entreprise qui meurt, il y en a un autre qui va venir au monde. Et pour moi, ce sont des vases communicants. La nature a horreur du vide, le capitaliste aussi. Vous avez parlé tantôt là, de votre TDAH. Oui. Puis, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la médication. Est-ce que vous en aviez pris? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez? Puis aussi la médication pour gens qui ne sont pas TDAH non plus, ceux qui la prennent quand même.
Écoute, c'est un fléau dans les universités parce que ça nous tient à cœur. Quand on prend Jouvence, je pense. Ouais. Euh, me semble, quelque chose de même. Moi, j'avais pris Concerta. Okay. Et mais la réalité, c'est qu'il faut, là, je ne savais pas que j'étais TDAH, moi. Mais à un moment donné, après plusieurs personnes qui me disent François, tu as tel trait, tu as tel trait, tu as tel trait, j'ai fait comme ils ne peuvent pas être tous des patates. Là. Ça ne peut pas tout être fou. Hein? Non, fait que j'ai décidé d'aller passer un test neuropsychologique. Ça coûte 1800$. Et je me suis dit, m'aller chercher un snapshot de ce qui se passe dans ma tête par rapport à ma vie, la vision que les gens ont de moi que je ne vois pas. Et je ne pensais pas être TDAH. La réalité, là, j'ai été passer ce test-là en toute arrogance, en pensant que je faisais partie de 2% des gens les plus intelligents. OK? C'était vraiment... Parce que les TDA, on a souvent une capacité d'apprentissage. Quand on aime quelque chose, on l'aime beaucoup, puis notre capacité d'apprentissage est supérieure à la moyenne. Quand on n'aime pas quelque chose, notre capacité d'apprentissage, elle est nulle. OK? Sauf qu'on ne se met pas dans ces situations-là, on ne le fait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à briller parmi les autres, parce qu'on choisit des situations qui vont nous passionner, sinon on n'est pas capable de le faire. Quand j'ai su que je l'étais, j'ai fait comme « Ah, OK ». Donc, c'est pour ça que je m'endors dans les meetings. Quand c'est pas moi qui parle ou que c'est plate, bien, je tombe endormi. Je pensais que c'était un problème parce que je mangeais avant les meetings, c'était pas ça. Donc, un coup, tu le sais, tu fais OK, je ne me mettrai pas dans telle situation ou telle situation, mais je vais prendre du Concerta. Et pour moi, le Concerta m'a comme knocké. Et c'était pas moi. Donc, j'ai arrêté de prendre ça et je suis revenu à faire un peu plus de sport pour compenser. J'ai changé mon alimentation. J'ai commencé à faire des jeûnes intermittents. J'ai commencé à faire des jeûnes complets une fois par mois. Et pour moi, tout ça ramène mon focus énormément. Je suis bien plus focusé depuis que je mange dans des windows de 6 heures par jour ou tout simplement pas pendant 2 jours par mois, 3 jours par mois maintenant. On va reparler un petit peu d'un sujet que vous avez abordé plus tôt par rapport justement au risque d'être médiatisé, puis surtout avec les dénonciations qu'il y a eu dans ces temps-ci. C'est quoi vraiment... Parce que pour le commun des mortels, on se dit « Ah, c'est pas si grave que ça. Les médias sociaux, ça a tout son positif. Il n'y a jamais de négatif. » Puis je me souviens aussi, il y avait eu une entrevue avec Will Smith qui disait « Écoutez, je suis rendu tellement populaire que je garde des avocats de façon permanente juste pour me payer contre les... il dit « Je me faisais par mois, 15 fois par mois, il se faisait poursuivre. » Oui. Fait, quel risque vous percevez par rapport à ça, justement, pour vos entreprises? C'est sûr que vous devez percevoir un certain risque à dire, OK, je m'associe à François Lambert, c'est quelqu'un de connu. Est-ce qu'il y a un risque que mon entreprise en mange un coup parce que je suis médiatisé? C'est toujours un risque. Il faut toujours se poser comme question, est-ce qu'on fait des choses où on attaque les gens de façon, pour les blesser de façon sexuelle? OK? Donc, ça, c'est la première chose. Quand on attaque une idée, une opinion, on ne se fera pas d'amis, là. C'est une opinion. Et je suis vu comme un millionnaire. Donc, dès que je touche un peu à la gauche, je me fais ramasser. Mais, tu sais, dans le sens, il y a des risques de dérapage. Il y en a eu dans mon cas assez souvent. Mais jamais que j'attaquais quelqu'un. Quand j'attaque quelqu'un, on va regarder Caroline Néron. Moi, Caroline Néron, c'est pas Caroline que j'ai attaquée, c'est l'entreprise Caroline Néron, c'est la dragonne Caroline Néron. Elle qui va donner des conseils. Donc, c'est certain que lorsqu'elle fait faillite, avec l'argent du gouvernement, lorsqu'elle ne se rembourse pas la TPS-TVQ, qui est un crime au Québec, au Canada, bien là, c'est certain que là, je vais donner mon opinion par rapport à ça. Les gens ont pensé que j'attaquais une femme entrepreneur. Non, c'est un autre contexte, là. On ne peut pas utiliser la TPS et la TVQ pour se financer. C'est de l'argent qu'on récolte au nom du gouvernement. Donc, le risque, il y a toujours un risque de dire une opinion ou une blague sur les réseaux sociaux lorsqu'on est connu. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai écrit un texte sur les infirmières. Moi, ça se voulait, honnêtement, une bonne tape. C'est la gueule du syndicat. Je n'attaquais pas les infirmières. Il faut lire le texte comme il faut. Ce que les gens ont mal
lu, puis après ça, c'est plus important qui l'a lu ou qui ne l'a pas lu. Il y a quelqu'un qui a dit que François Lambert attaquait les infirmières. Ils n'ont pas besoin de lire le texte. François Lambert a attaqué les infirmières. On ne touche pas aux infirmières. Je déteste François Lambert. C'est de même que ça part en boucle. La réalité, ce genre de texte-là me ferait sortir des grandes bannières aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des commentaires que vous avez faits qu'un jour vous avez réalisé que peut-être vous le regrettiez d'avoir dit ça ou c'est des choses du genre? Jamais, parce que, comme je dis, j'attaque pas les gens, j'attaque les idées. Et si j'attaque les gens, admettons encore là, Mariana Maza qui sac comme un bon dimanche soir, puis il n'y a pas de bon sens sacré comme ça, à 6h30 dimanche soir, est-ce que j'attaque vraiment Mariana Maza? Non. Parce qu'elle a le droit de sacrer. J'ai fait de la télé, j'en fais encore, et les producteurs vont me le dire, François, va pas là. Ils vont couper. Ils vont dire, François, tu peux pas aller là, là. Tu sais, dans le Dragon, ça arrivait. Tu peux pas démolir quelqu'un comme ça, là. Ah, OK, bon, regarde, je vais le faire pareil puis couper au montage. Fait que, des fois, si c'est formateur, c'est pas que tu veux démolir la personne pour le fun de démolir la personne, c'est que tu veux juste vraiment l'aider à grandir aussi, dans un certain sens. Il y a ça, puis c'est un show de télé. Ouais. Si t'arrives, t'es arrogant, tu gagneras pas, là. Non. Tu peux pas gagner dans le contexte de l'œil du dragon. Donc, non, j'ai jamais écrit quelque chose que je me dis « Ah, j'aimerais ça. Je vais m'excuser parce que je suis allé trop loin. » Jamais, parce que j'ai jamais attaqué quelqu'un. J'ai jamais dit « Éric Duhem, t'es comme ça. Richard Martineau, t'es un maudit. » Regardons l'affaire Sophia Nolin, Marie-Pierre Morin. Ça, c'est le genre de choses que je ferai jamais. Jamais, 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 j'irai briser la carrière de quelqu'un en me servant des réseaux sociaux. Mais jamais. Quand même qu'il y a eu le geste, on ne peut pas excuser le geste. Mais il y avait d'autres recours, puis c'était 2 amis. Donc, ce genre de choses-là, tu ne peux pas te servir de réseaux sociaux pour de la vengeance. Pour moi, là, ça ne sert pas à ça. J'ai une petite question par rapport à justement votre parcours dragon. Vous dites les gens arrogants, vous aimez ça les casser un peu. Est-ce qu'il y en a des gens arrogants qui vous ont surpris quand même ou bien qui vous ont passé et qui vous ont surpris dans le futur éventuellement? Bien, on ne peut jamais être arrogant. Tu sais, lorsqu'on vient demander de l'argent à des gens, tu ne peux pas arriver en jouant la carte de l'arrogance. Il y a une question de respect de part et d'autre parce qu'on risque d'être partenaire. Et c'est pour ça que dès que tu arrivais avec une attitude arrogante, bien là, je tombais en mode « j'investirai pas en toi, on va faire un show de télé ». C'est qui va gagner après. C'est une question de « OK, tu veux envoyer ta craque, moi te remettre à ta place parce que tu sais, mettons que vous deux, vous venez présenter un projet, c'est votre première fois à la télévision, vous débarquez dans un grand studio, vous voyez les 5 dragons que vous avez déjà eus à la télévision, c'est intimidant, vous descendez des marches, vous êtes en bas, on est en haut. Le setup est fait pour que vous perdiez d'avance. Si tu arrives avec une arrogance en voulant faire... Si tu arrives avec une arrogance, c'est que tu veux faire un show de télé. Ça fait 5 ans qu'on le fait, là. OK? Tu ne pourras pas gagner là-dessus. Donc, c'est certain que là, ça tombait en... Tu vas avoir de l'air brillant, on va te montrer que tu as l'air cave. OK? C'était ma philosophie derrière ça. Jamais pour ridiculiser, mais pour remettre à la place aussi. J'ai déjà eu une bonne engueulade avec une femme qui n'était pas capable de m'expliquer ses chiffres comptables. Elle demandait tout le temps à l'autre à côté. Bon, on vient d'en discuter au début de l'entrevue, disant que comment c'est important pour un homme d'affaires de connaître une femme d'affaires, de connaître ses chiffres. Elle ne les connaissait pas. Donc, viens pas me présenter un projet d'investissement, fais parler l'autre à ce moment-là, parce que dans un chiffre d'investissement, on parle de chiffres. Donc, il ne faut pas oublier que l'Œil du Dragon n'est pas une émission normale d'investissement, là. C'est un show de télé. Un show de télé pour faire sortir le meilleur de vous, le côté émotif des gens. Pourquoi vous vous êtes lancé en affaires? On veut le savoir, cette histoire-là. C'est ça qui fait vendre, c'est ça qui attire des codes d'écoute. Et c'est à nous d'aller le chercher. Et pour moi, je m'assurais tout le temps. Moi, j'avais la tête de dire qu'il faut faire un show avec ce qu'on a. Il faut qu'à la fin de ça, là, que la personne, si c'est une bonne personne, on va la mettre en valeur pour qu'elle fasse des ventes en quantité industrielle, puis c'est bien correct. S'il est venu pour essayer de nous montrer que c'était lui le boss, on va lui montrer c'est qui le boss. Ben, à la fin, il y en a qui ont gagné là-dedans. Là, je me suis fait ramasser à un moment donné par un entrepreneur. Et la beauté, c'est qu'il m'a ramassé avec une phrase assassine que je n'ai pas été capable de répondre, mais il n'est plus en affaires aujourd'hui.
Tu sais. Mais regarde, il y a une compagnie qui est venue nous voir la première année, cartouche certifiée. Et cette semaine, j'ai cherché une cartouche spéciale pour une imprimante spéciale. Ah, il me dit, ben c'est une HP 45, puis regarde, je peux t'envoyer ça pas mal moins cher. Tu as vu, François, si tu avais investi, tu avais été moins gourmand avec moi en 2012, quand je t'ai demandé 10 de l'entreprise, tu en voulais 20, ben tu connaîtrais les prix des têtes d'imprimantes. Donc, tu sais, pour moi, il est encore en affaires, cartouche certifiée, après 10 ans. Ça faisait 2 ans, ça fait 12 ans qu'il est en affaires. Donc, tu sais, on reste en contact. La plupart des gens qui sont venus au Dragon, il y en a qui sont des amis. Fait que, tu sais, c'était pas juste le but de démolir, c'était de faire un show de télé, autant avec les autres dragons. Tu sais, si on pouvait faire de la surenchère, se picosser. Pour moi, c'était ça, c'était un show de télé. Et je pensais tout le temps en show de télé. Okay. Un peu pour rester dans la même veine que dans l'œil du dragon, souvent, ils vont ce qu'ils font, c'est qu'ils vont catégoriser les dragons, puis ils vont vous coincer dans un rôle. Est-ce que vous avez senti ça un peu ou non. Non, moi, je le savais quand j'avais étudié les dragons avant. Il ne faut pas oublier que les dragons n'existaient pas ici. Non, c'est ça. C'était en 2012, donc j'ai regardé les Dragon's Den, j'ai regardé ce qui se passait en Angleterre. J'en avais regardé beaucoup et pour moi, j'ai fait comme je pense que je vais être dans ces eaux-là. Et pour moi, dans le Canada anglais, c'est un peu comme Kevin O'Leary? Pas Kevin, parce que Kevin, il est mesquin. Puis je suis pas mesquin dans la vie. Un peu Robert Derchavec, mais en même temps, le direct de Kevin sans la méchanceté de Kevin. Ouais. Et j'étais comme entre les deux. J'étais un peu comme celui qui mesure 6 pieds 5 au Dragon's Den de UK, j'oublie son nom. Mais je me voyais là, donc pour moi, je me suis dit, OK, parfait. Donc, dans le casting, le genre de réponse que je vais faire, ça va ressembler à ça. Et je voulais me démarquer parce qu'il faut se différencier. Et je me suis dit, moi, je vais répondre de cette façon-là, un peu direct, un peu baveuse, mais sans devenir insultant. Mais c'est moi aussi dans la vraie vie. Là. Mais dans la vraie vie, si tu viens me présenter un projet, je ne suis pas obligé de rajouter de la crème pour un show de télé. Là. Non, c'est ça. Je vais juste te dire, regarde, ça ne m'intéresse pas. Là. Mais si c'est un show de télé, je rajoute de la crème. Là. Faut que le téléspectateur dise « Qu'est-ce que François va aller dire? » Non, il ne va pas aller dire. « Oh non, il l'a dit. » C'était ça qui était le but. Parlez-nous un peu. On m'a jamais demandé d'aller dans un... La seule fois, la première année, un des producteurs, il y avait une chicane qui se bâtissait entre moi et Normand Legault, l'ancien grand maître d'œuvre de la Formule 1. Il était dragon. Et il me picosse, mais sérieux, là. C'était pas du picossage, c'était François ta gueule, genre, là, tu sais. Et là, le producteur me dit « François, tu te laisseras pas faire de même. » tu sais. À l'oreillette. Et là, il a bien raison. Fait que je décide de le ramasser, Normand Legault, mais solide. Okay? Et là, il me ramasse. Puis là, le producteur me dit « OK, François, on va arrêter ça. » J'ai fait comme « Fuck off. » All out! On réglerait ça. On s'est chicané après le show. Puis après ça, on est devenus des grands amis. Ça, j'avais été craqué. J'étais déjà craqué pour aller le déstabiliser. Dans ce temps-là, Normand voulait montrer que c'était lui qui était le boss du plateau parce qu'il a toujours été habitué de dominer partout ce qu'il allait. C'était Monsieur Legault. Il était une personne qui prend de la place. Il voulait se montrer qu'il était le boss des dragons. Puis moi, je voulais lui montrer, j'ai un siège comme toi. J'ai pas un demi-siège. Tu n'as pas le siège du roi. On est tous égaux ici, puis je vais te casser. Donc, c'est une question de pouvoir. Mais autrement, non. Jamais, on m'a dit, François, va là. C'est moi souvent qui allais là, puis il me dit, hey, François, t'es un petit peu élevé, ça, là. Relax un peu. Tu me coupes au montage. T'sais? Moi, je vous donne du jus. Arrangez-vous avec ça. Mais jamais dans l'insulte. Jamais dans l'insulte. Je l'ai fait une fois. Mais le gars, il me rentrait en dessous de la peau. Tu sais, quand tu dis under your skin, là, la chimie passait pas, puis il m'appelait Frank en plus tout le temps. Oh, non. Hey, salut Frank, puis bonjour M. Frigon. Hey Frank, comment ça va? Moi, c'est JP. Tout était mauvais, puis ça me tapait ses nerfs. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait comme toi, m'a ramassé mon maudit. Fait que j'avais été trop loin cette fois-là. Mais ils ne l'ont pas montré, ils ont coupé complètement ce pitch-là. Puis, dans le fond, vous êtes un leader, dans le fond, qu'on pourrait appeler. Vous aimez ça amener les choses dans la direction un peu
que vous pensez. Oui. Et puis, c'est quoi selon vous qui fait un bon leader? Puis un bon leader au quotidien, est-ce que c'est naturel et est-ce que ça s'apprend? Le management s'apprend. On peut Mhm. apprendre à devenir un bon manager à l'école. C'est à ça que ça sert à l'école, apprendre des techniques de management. Apprendre des techniques de leadership, je pense qu'on l'a ou on ne l'a pas. Ça peut s'apprendre, bien entendu, on peut dire, OK, il faut que tu montres par l'exemple. Mais si je suis obligé de te montrer que un leader doit montrer l'exemple, on part de loin, là. OK? Il y a des leaders qui vont crier. C'est pas un leader, ça, c'est de la peur. Pour moi, le leader, c'est... Tu sais comment ça marche, le leadership, c'est très, très simple pour un employé. L'employé vient travailler chez vous au début. Peut-être qu'il te connaît, peut-être qu'il ne te connaît pas. OK? Il vient et il te respecte. Après ça, si tu veux que ton employé reste, le respect doit aller de l'autre bord. Tu sais, il vient pour toi au début, il dit OK, parfait, je travaille pour François Lambert, je travaille pour Jérémy, je travaille pour peu importe pour qui. Et après ça, lui, il dit OK, parfait. Ah, mais c'est le fun de travailler pour François, il me respecte. Pourquoi qu'un employé va trouver qu'il se fait respecter? Bon, le téléphone sonne, là. Comment qu'un employé, on peut respecter l'employé? Il y a 3 choses. Ça prend un bon salaire en premier. Ça ne prend pas un salaire de 70, 100 000, 200 000. Ça prend un bon salaire compétitif avec la tâche à faire. C'est ça qui est important. Après ça, il faut reconnaître l'employé et lui donner des responsabilités. Reconnaissance, liberté. C'est ça que l'employé veut après. Donc, lorsqu'on est un bon leader, on montre par l'exemple. On montre, il y a une tâche à faire. C'est la pire chose pour un leader, c'est de dire, faites-moi cette tâche-là, tu viens les voir une demi-heure après, puis est-ce que ça avance-tu? Ça, là, c'est la pire chose. OK? Si tu veux démotiver une troupe, là, va les voir une demi-heure après d'une tâche qui est supposée prendre 8 heures pour voir si ça avance. Tu n'es pas en train de leur faire confiance. Tu es en train de leur dire, je ne vous fais pas confiance pantoute, puis je veux m'assurer que ça va être fait dans 8 heures. Ça, lorsqu'on fait ça, on n'est pas un bon leader. On s'assure que les gens ne prendront pas de responsabilité en faisant ça. Donc, jamais ils vont apprendre. On ne les apprend pas à prendre de la liberté, des initiatives. Des initiatives, merci. Donc, le leadership, pour moi, c'est d'être capable de convaincre les gens. Convaincre les gens avec le bon ton de la parole. À quel moment qu'on doit dire « Hey, il faut que ça avance ». À quel moment qu'on dit « Hey, la gang, on y va par là, venez-vous-en, je m'en vais là ». Il faut que tu le fasses avec passion, que tu leur montres le chemin. Et c'est ça. Regardez avec des chevaux. Les chevaux, là, il a beau être plus gros que toi, il veut que tu sois le leader. Si tu as peur sur le cheval va avoir peur. Si tu lui montres que tu as confiance puis que le trou d'eau, il ne te fait pas peur, le cheval va passer au travers le trou d'eau. Mais il faut faire des fois que tu débarques du cheval, que tu marches devant avec lui, que tu passes dans le trou d'eau toi-même, puis tu lui montres, regarde, je vais te le montrer, puis le cheval, après ça, va le faire. C'est ça, être un leader, d'être devant. Parce qu'on peut être derrière puis pousser les gens. J'aime mieux être en avant pour dire « Hey, venez avec moi. » Puis, je suis un nageur et c'est ce que je fais régulièrement à la natation. Genre, je me mets le premier dans le couloir puis je dis à ma gang « Venez-vous-en matin, c'est moi qui vous amène. » Donc, si je ne suis pas capable de l'aider ce matin-là, je me tasse, puis il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Mais si je suis en forme, on va dire « Let's go, je vous emmène plus loin, puis on va se dépasser, puis on va s'encourager, on va se picosser. » Mais à la fin, il faut être meilleur que ce qu'on était quand on est arrivé. Pour moi, c'est ça un leader. Pour ramener un nouveau point aussi, plus d'une autre idée, là, je sais que maintenant, tu as tes produits de l'érable, tu as une ferme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu es arrivé à aller vers le milieu qui est un peu plus rural quand tu es parti d'un milieu qui était quand même assez technologique, là? On parle de 2 milieux quand même assez opposés. Bien, la réalité, c'est que je viens d'une ferme. Okay. Et bon, je suis parti il y a très longtemps. Puis, depuis 10 ans, j'avais une maison de campagne. Mais pour moi, faire ce que je fais là, je suis encore dans les technologies. J'ai ma boutique en ligne, le commerce électronique, faire des pubs, comment attirer les gens, comment écrire des statuts. Si vous me suivez sur Facebook, mes vidéos ont changé, ont fait exploser mes ventes, tout simplement. Si ça ne marchait pas, mes vidéos, je n'en ferais pas deux par jour. Donc, je me considère encore très technologique par rapport à tous les outils que j'utilise disponibles pour attirer la clientèle chez moi.
La clientèle, elle est là. Elle a le choix d'aller à gauche ou à droite. Il faut que je dise, hey, viens passer un petit peu de temps sur ma page. Viens voir ce que je fais. Et grâce à ça, grâce à mes vidéos, il y a un moment donné, quelqu'un chez Maxi qui a vu ça, j'ai contacté. Le VP a dit à sa femme, « Hey, je viens d'avoir une présentation de François Lambert, l'ex-dragon. » Sa femme, il dit, « Ben oui, c'est les vidéos que j'écoute matin et soir, que je sais tout le temps de venir écouter, c'est super intéressant. » Une heure après, il me convoque, on veut te rencontrer lundi. Mardi, j'ai un contrat de 114 Maxi. Donc, est-ce que je me considère moins technologique qu'avant? Pas du tout, à part que je ne suis pas programmeur, mais j'utilise chacune des fonctionnalités disponibles des réseaux sociaux. Je regarde ça de façon méthodique. À chaque jour, chaque soir, je regarde chaque vidéo. Pourquoi elle a marché? Qui a marché? Qui l'a lu? Des femmes, des hommes? Quelle tranche d'âge? Quand je fais une pub, je fais la même chose. Donc, pour moi, je me considère encore très technologique. J'ai fait changer l'Internet pour être capable de la faire lever. Et après ça, c'est juste du marketing. On fait un bon produit. Il faut que le produit soit bon à la base. Et après ça, on fait du marketing. Du marketing qui coûte zéro en racontant des histoires. Donc, c'était pas prévu que je vienne à la campagne, mais j'ai du fun. Ouais. Pas tous les jours, je ne suis pas un jovialiste, là, mais j'ai du fun. Et pour moi, c'est pas un retour aux sources, c'est une étape peut-être vers ailleurs. Tu sais, c'est certain que si je veux dominer l'Amérique du Nord, je ne pourrais pas toujours faire ça d'ici. Ça se peut, à un moment donné, j'aille ouvrir une branche aux États-Unis pour en faire des produits là-bas. Rien n'est déterminé, mais pour moi, c'est d'utiliser la technologie. Il y en a qui se plaignent des GAFA. Moi, j'utilise les GAFA. Je vends sur Amazon.ca. J'ai commencé à vendre la semaine passée sur Amazon.com. Je veux aller chez Walmart, vendre en ligne. Je vais travailler avec Costco aussi. Donc, moi, j'utilise tous les grands pour ils ont une plateforme. Bien, je vais aller sur cette plateforme-là pour aller chercher le maximum de clients. Sont où les clients? Je n'essaie pas, moi, d'inventer des clients. Ils sont là. C'est à moi d'aller les chercher, de les attirer. Et en écrivant des textes, en faisant des vidéos, en parlant de trucs d'abeilles, comment éduquer les gens, des petits vidéos sur la ferme. Donc, j'utilise toute la technologie à chaque jour pour s'assurer que les gens sont tout le temps présents sur ma page. Et bon, à la fin, on fait du popcorn. C'est extrêmement complexe. On maîtrise la recette de faire du popcorn à l'érable, qui est extrême. Ça a pris 5 mois de gossage. C'est sûr, tu sais, je pensais abandonner, là, tu sais. Mais c'est d'utiliser tous les outils disponibles. Et je me considère autant technologique aujourd'hui que je l'étais dans mes autres entreprises. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob Brun. N'hésitez pas à partager en grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY.